I am not Madame Bovary. Étrange titre que celui de cette fresque chinoise ironique et malicieuse qui convoque ainsi Flaubert et tout un pan de la littérature classique. Il faut se reporter au titre original, Je ne suis pas Pan Jinlian, pour commencer à en percevoir le sens. Pan Jinlian est en effet un personnage mythologique qui a conspiré avec son amant pour assassiner son mari et dont le nom est désormais utilisé en Chine pour désigner une femme indigne, infidèle ou débauchée. 感情不和，比这严重，有了第三者，比这还严重。总不至于到杀人的地步吧？你要是不管，今天回去我就把这个畜生给杀了。那我就求你帮我一件事。这人我没杀过呀。谁也不是整天杀人。如果我帮了你，我能得到什么好处？我就跟你干那事。如果能干那事，就杀人也成。这是名单。要杀这么多人啊？没事，人杀一个是一个，人不用你杀，你就负责帮我瞪住他，我捅死他。你不用挨枪子，挨枪子的人是我，与你无关。倩，你觉得我的生意值吗？我弄你一次，要杀5个人，我又不是黑社会。我就知道你没这个胆。Le titre du roman de Liu Jianyun, dont est adapté le film « Je ne suis pas une garce », sorti en 2015, renforce cet éclairage en révélant l'un des enjeux majeurs du récit, laver l'honneur de l'héroïne injustement accusée par son ex-mari d'être une dépravée et une conspiratrice. On notera au passage l'utilisation assez abusive du nom d'Emma Bovary dans le titre international, dans la mesure où l'héroïne de Flaubert se situe plus du côté de la femme fantasque empêtrée dans une vie monotone que de la dévergondée assoiffée de sang. À l'origine du conflit entre l'héroïne Li Xuelian et son mari, il y a le marché qu'ils ont passé clandestinement, recourir à un faux divorce afin d'obtenir un logement supplémentaire. C'est là une pratique réelle en Chine, induite par des changements de fiscalité complexes en 2013, et qui aurait abouti à une multiplication par 4 du nombre de divorces. Si ce n'est que ce qui devait être un simulacre se transforme en une réalité lorsque le mari en épouse une autre. Bafoué et meurtri, Li Xuelian se porte alors en justice pour faire reconnaître qu'il s'agissait d'un faux divorce. Son idée est de se remarier avec son ex-mari, puis de divorcer à nouveau, cette fois-ci sans ambiguïté. Combat insensé, dérisoire, impossible même, afin de retrouver un honneur perdu, et surtout se venger de l'homme volage. Car si elle ne peut obtenir justice, cette femme obstinée et vaillante est même prête à tuer. Le film suit donc Li Xuelian dans des tribulations judiciaires qui oscillent entre l'absurdité kafkaïenne et la farce administrative. Volontairement répétitif, le film montre avec distance et ironie la manière dont la jeune femme remonte la hiérarchie locale, du juge au préfet, et est systématiquement traitée comme quantité négligeable. C'est une femme, paysanne de surcroît, dans un monde d'hommes lettrés. L'occasion de dénoncer tour à tour l'indifférence, la lâcheté et la rouerie de ses interlocuteurs, tous plus attachés au candidaton et à leur carrière qu'à la justice. Sans parler de compassion ou d'humanité. Tandis que le film décrit la succession de rencontres entre l'héroïne et ses différents interlocuteurs, en insistant volontairement sur les conditions parfois rocambolesques dans lesquelles elles ont lieu, c'est surtout pour le spectateur une initiation en bonne et due forme au rouage grippé de l'administration chinoise. Chaque officiel rencontré n'a rien à envier au personnage fantoche du théâtre comique, et le réalisateur Feng Xiaogang s'en donne à cœur joie pour tourner en ridicule ces êtres imbus d'eux-mêmes et de leurs fonctions, portant au nu un idéal de justice abstrait, mais incapables de faire face à une femme seule, réclamant simplement d'être entendue. On ne sait s'ils sont plus effrayés ou plus stupéfaits face à cette revendication incongrue et devant la ténacité de la plaignante. Le film balance ainsi entre un registre volontairement comique,
Le harcèlement insidieux de l'héroïne envers les officiels devient une sorte de running gag, et une touche nettement plus sombre lorsque son acharnement la conduit en prison et la condamne à une nouvelle série d'humiliations. C'est la merveilleuse Fan Bingbing, aperçue auparavant aussi bien dans des superproductions chinoises que dans l'univers des X-Men, qui incarne avec justesse et vitalité ce personnage de femme à la force de caractère infinie et à la volonté inébranlable. Le drame qu'elle traverse, et dont on connaîtra seulement à la fin toutes les facettes, atteint physiquement le personnage qui semble s'affaisser et se recroqueviller sur elle-même au fil du récit. Le jeu tout en finesse de l'actrice permet à son immense détresse de rester intérieure, lui façonnant seulement un masque de douleur de plus en plus difficile à enlever. Dans la deuxième partie du film, changement de décor. L'Ixuelian rejoint la capitale et porte son combat jusqu'à la très haute assemblée populaire. Là aussi, c'est l'occasion pour le réalisateur de brosser le captivant portrait de la Chine contemporaine. D'ailleurs, dans cette séquence, la scène désormais récurrente de l'héroïne en train de plaider sa cause reste hors champ. C'est un homme plus important et plus puissant qui se fait son porte-parole. On pense alors que tout s'arrange pour elle. Mais là encore, le film nous surprend et propose une troisième partie savoureuse qui flirterait presque avec la farce débridée si elle ne se révélait au fond aussi ironiquement tragique. On y découvre des hommes plus terrorisés que jamais par l'action d'une simple femme, mettant en œuvre des moyens inouïs pour l'empêcher d'agir. Le tout au nom de la justice. Le cinéaste fait preuve d'un indéniable sens du rythme et d'une cruauté tout aussi palpable lorsqu'il décortique les travers des uns et des autres, préférant leur position sociale à une relation humaine authentique, et privilégiant le calcul et l'intérêt au détriment de sentiments véritables. Ce qui en dit long sur une société chinoise aux prises avec le carcan du clientélisme et du népotisme, mais aussi en pleine mutation judiciaire, permettant un nombre infini de recours et de démarches administratives jusqu'à l'absurdité la plus outrée. Pour accompagner ce récit si particulier et bien en faire sentir le sous-texte, Feng Xiaogang a choisi, en plus d'une esthétique très soignée évoquant la peinture traditionnelle, le recours à un cadre circulaire. Ce procédé de mise en scène audacieux empêche évidemment tout gros plan sur les personnages et donne le sentiment au spectateur d'être un voyeur observant chaque scène depuis le trou d'une serrure ou de loin à travers une longue vue. Comme l'héroïne, on manque ainsi d'informations sur ce qui se passe à l'image, puisque tout ce qui est hors du cercle nous échappe. C'est uniquement lorsqu'elle parvient à Pékin que son horizon s'élargit momentanément et avec lui le cadre. Cette distance artificielle avec l'action contribue pour beaucoup au ton mi-satirique, mi-bienveillant de la narration, renforcée également par l'utilisation de la voix off explicative et du premier long flashback. Cela participe évidemment à la puissance évocatrice du film, qui ménage d'étonnantes ruptures de ton et quelques clins d'œil terriblement cruels. On peut malgré tout lui reprocher quelques longueurs et maladresses, et surtout s'interroger sur le moment vraiment gênant du film, lorsque l'héroïne, agressée sexuellement par son soupirant, finit par céder et déclare même à la fin que ça n'avait jamais été aussi bien. C'est devenu un tel cliché machiste qu'on suppose que c'est du second degré, ou même du troisième. Reste que passé ce moment d'égarement, I Am Not Madame Bovary est une œuvre singulière et enthousiasmante, dont il n'est pas surprenant qu'elle ait déjà séduit les festivals de Toronto, où elle a reçu le prix de la critique, et de San Sebastian, où elle a fait le doublé meilleur film et meilleure actrice. L'intelligence et l'humour de cette fresque en permanence sur le fil de l'émotion et de la charge politique forcent l'admiration, et surtout renvoie de la Chine actuelle une image contrastée et complexe, assez éloignée de la représentation stéréotypée que l'on peut parfois en avoir.